Bonjour, les cinémas ont réouvert, vous avez la gueule de bois, vous êtes sur écran large. On commence donc cette vidéo de news avec évidemment la nouvelle qui est extrêmement importante pour tous, enfin pour tous les cinéphiles en tout cas, c'est la réouverture sur tout le territoire national des salles de cinéma. Eh bah écoutez, non seulement c'est une nouvelle qui fait chaud au cœur, mais en plus, cette réouverture a été une spectaculaire réussite parce que c'est tout simplement une journée record en termes d'affluence. Le cinéma des Halles, l'UGC Les Halles, qui est souvent cité pour les chiffres de début de journée, pour les chiffres de sortie, parce que tout simplement c'est le multiplex le plus fréquenté de France, donc tout simplement c'est une grosse base de données, et ben il a tout simplement fait péter ses records avec 1063 spectateurs à 9h du matin, ce qui n'arrive jamais. Alors bien sûr, il faudra prendre avec des pincettes les chiffres des Halles pour une raison toute bête, c'est que comme c'était une journée symbolique, il y avait énormément de gens du métier, de réalisateurs, de comédiens, et puis tout simplement de Parisiens qui ont foncé sur ce cinéma-là, mais on voit que les chiffres déments des Halles, on les retrouve un peu partout. Songez un peu, au niveau de la journée, hier, donc journée de la réouverture, mercredi, il y avait 200 000 tickets vendus. C'est le double du nombre de places qui ont été écoulées par rapport au précédent reconfinement. Donc c'est vraiment, ça montre bien qu'il y a une différence, qu'il y a eu un énorme élan vers la salle, et c'est d'autant plus intéressant que la jauge est beaucoup plus contraignante que lors de la précédente réouverture, vu qu'on est à une jauge de 35%. Et ben malgré ça, il y a eu des scores incroyables. Par exemple, il faut regarder les chiffres qu'a fait le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Adieu les cons, il était sorti pendant 10 jours avant que les salles ne ferment, il avait réussi, ce qui déjà était un exploit à ce moment-là, à faire quasiment 1,5 million d'entrées, ce qui était titanesque, et ben là, avec la jauge de 35%, le film a réussi à faire un meilleur démarrage encore que la précédente fois, en ramassant quand même 63 000 entrées dans la seule journée de mercredi. C'est énorme, vraiment énorme. Donc voilà, tout ça quand même laisse à penser qu'il y a quand même un appétit, et maintenant qu'il y avait une vraie impatience de retrouver les salles obscures. Nous, à écran large, on s'en doutait un petit peu parce qu'on vous l'a déjà dit plusieurs fois, il nous semblait que la situation était très différente de la précédente réouverture, tout simplement parce que ça fait beaucoup plus longtemps que tous nous avons vécu dans cette situation de crise, d'arrêt, de retour, et que tout simplement il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont très impatientes de retrouver le cinéma. Alors, évidemment, on va pas tomber dans un discours simpliste et vous dire « Eh ben ça y est, les salles de cinéma sont sauvées, elles vont redevenir encore plus fortes qu'avant. » Non, bien sûr, maintenant il va falloir regarder comment va évoluer la tendance. Est-ce que les gens vont continuer d'aller massivement au cinéma? Dans quelle mesure ça va un petit peu se limiter? Et voilà, tout simplement, comment cette situation va évoluer. Néanmoins, il est assez intéressant, à mon sens, de voir que ça souligne peut-être des choses qu'on ne dit pas assez du cinéma. Bien sûr, l'avènement des plateformes, des Netflix, des Amazon et autres Disney+, représente non seulement une potentielle menace commerciale, représente une concurrence importante, un changement de paradigme, dirait-on, mais je crois qu'il ne faut pas oublier plusieurs éléments. Tout d'abord, la salle, c'est d'abord une expérience collective. Et quand on dit « Ouais, mais regarde, moi j'ai un super écran chez moi, oui, mais moi j'ai ça », en réalité, je pense qu'on n'adresse pas vraiment ce qui fait la valeur ajoutée de la salle. Ce qui fera de plus en plus la valeur ajoutée d'un cinéma, c'est littéralement qu'on est ensemble. Et quand on voit certains commentaires, genre, hey, moi j'en ai marre des gens avec leur téléphone, avec leur popcorn, machin, je fais le pari qu'en réalité, c'est ça précisément qu'on aime au cinéma. Alors bien sûr, qu'il y ait des gens qui en aient marre, qui n'en aient pas envie, je le crois bien volontiers, mais je pense que pour beaucoup de gens, au contraire, alors je parle pas des incivilités, je parle pas des gens qui se comportent mal, mais le fait de sentir qu'on est entouré d'une foule, qu'on réagit ensemble, qu'il y a des gens différents de soi dans cette salle qui à cet instant partagent l'écran, je crois que c'est en réalité une des valeurs ajoutées du cinéma, une valeur collective qui est assez forte. Et puis tout simplement, on vit pas de la même manière une salle, et je dis pas ça pour faire le boomer qui aime pas les technologies, mais parce que vraiment c'est pas le cas, et puis je suis le premier à utiliser les plateformes. Néanmoins, il y a une différence de nature fondamentale quand vous suivez un divertissement, un film, une série, et que vous avez la capacité de multiplier les fenêtres, de vous échapper en permanence de l'œuvre, et il y a une grosse différence quand vous êtes face à un écran et à plein de gens. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont quand même checker leur téléphone parce qu'il y a des gens. Mais il n'empêche que vous ne pouvez pas totalement vous arracher à cette expérience à moins de sortir de la salle. Et donc forcément, vous ne recevez pas l'œuvre, qu'elle soit réussie ou non, de la même manière. Ce qui fait que, oui, il y a des spécificités du cinéma que aujourd'hui les plateformes ne sont pas en mesure et puis ne cherchent pas particulièrement à émuler. Donc il y a quand même des raisons assez fortes de penser que le cinéma, quand bien même, bien sûr il va évoluer, bien sûr il va devoir se moderniser, bien sûr il y a des gens qui vont moins y aller, c'est certain.
Néanmoins, croire que la fin de la salle est devant nous me paraît quelque chose d'assez difficile à prédire et de potentiellement très inexact. Et donc voilà, en tout cas c'était une belle réouverture, on espère que vous avez été nombreux à pouvoir en profiter, que vous le serez dans les jours à venir, et puis notamment ce week-end. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir autant de public, autant de cinéphiles, autant de spectateurs prendre leurs pieds, se retrouver, faire la queue, attendre impatiemment de voir un film. On est très très heureux pour tous les distributeurs, les producteurs et les exploitants qui ont pu, pour la première fois depuis des mois, dire « Ah bah merde, c'est complet !» Donc voilà, ça nous fait chaud au cœur, on a envie de partager ça avec vous. Vive le cinéma. Et puis, une autre news. Et tout simplement, on a enfin pu voir la première bande-annonce de la réunion de Friends. Oh là là, qu'est-ce que c'est... Non, alors, on voulait... donc ça sera diffusé le 27 mai sur HBO Max. C'est tout simplement... on va dire une grande célébration nostalgique de la série qui doit bien avoir, qui a dû se terminer il y a 20 ans maintenant. Et tout simplement, on voulait vous en dire un mot parce que moi j'ai été assez sidéré par l'ampleur que ça a pris, notamment sur les réseaux sociaux. Attention, hein, Friends a été une série légendaire, culte, un succès énorme, une série qui a duré 10 ans si je dis pas de bêtises, bref. Une série importante qui a marqué beaucoup de gens, qui a posé son empreinte sur le rire américain, on va dire, et puis qui, ce qui est quand même bien la preuve de son importance et de combien elle a marqué les gens, et encore aujourd'hui régulièrement l'objet de discussions, de débats, d'innombrables diffusions. Donc tout simplement, voilà, Friends est un monument de la culture populaire, c'est donc bien pour ça qu'on pouvait se douter que les gens allaient s'y intéresser, mais moi j'ai été... Mais juste, détendez-vous. Bien sûr, ils ont tous l'air vieux. Évidemment, ils ont pris 20 ans dans les dents, les pauvres loulous. Et voilà, moi je suis sidéré de voir la quantité de commentaires sur l'apparence du casting, quoi. Tu m'étonnes, oui, alors Matthew Perry, David a pas beaucoup fait le Schwimmer, et ils ont tous l'air très fatigués. Évidemment, oui, les années sont cruelles, mesdames et messieurs. Donc voilà, prenez votre pied, amusez-vous si c'est un exercice qui vous intéresse ou si la série est encore chère à votre cœur, amusez-vous à regarder ce petit truc nostalgique, mais oui, effectivement... Les années sont cruelles et à la fin on meurt et on va pourrir sous terre ou se faire incinérer. Eh oui, c'est ce qui vous attend. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Que vous dire d'autre dans les news? Si, des news assez excitantes, je trouve, du côté des dessins animés, vu qu'on a appris il y a quelques heures. Alors, d'un côté que Warner allait relancer une série animée Batman, mais attention, parce qu'ils ont rassemblé des talents qui sont plutôt très prometteurs. La série va être créée par Bruce Timm. Et alors, si vous aimez beaucoup Batman, vous avez dû déjà entendre le nom de Bruce Timm. Bruce Timm, c'est ce spécialiste, ce producteur d'animation qui était notamment le co-créateur avec Paul Dini en 1992 de Batman The Animated Series, qui est un dessin animé culte, tout simplement, et une des plus belles adaptations qui ait jamais été faite de Batman. Et bien donc, Bruce Timm va retourner au Chevalier Noir pour le compte de Warner. Et il va tout simplement ramener comme producteur et réalisateur sur cette nouvelle série animée, qui va s'appeler donc Batman The Caped Crusader. Quel bel accent, Simon. Eh bien, il ramène tout simplement J.J. Abrams et Matt Reeves. J.J. Abrams, donc, qui est devenu célèbre avec Lost, qui a réalisé notamment The Force Awakens, enfin bref. Vous savez qui est J.J. Abrams. Alors, J.J. Abrams, c'est un de ces réalisateurs qu'on adore critiquer, souvent un peu à tort à mon avis, parce que c'est un assez brillant technicien, parce que c'est quelqu'un qui sait... littéralement, s'emparer d'un univers et rendre une bonne copie. Alors oui, comme tout le monde, il a des ratés. Oui, effectivement, le dernier Star Wars était abominable. Je suis pas sûr que ce soit tant la faute de J.J. Abrams que du studio et on va dire du projet de film. Mais en tout cas, c'est un technicien compétent. C'est quelqu'un qui connaît très bien et la culture populaire et la culture geek et les univers tels que celui de Batman. Et puis Matt Reeves, c'est un excellent metteur en scène et qui on doit notamment les 2 derniers épisodes de la trilogie Reboot de la planète des singes, qui était quand même assez excellent et qui était surtout particulièrement bien narré, filmé, mis en scène et monté. C'est lui qui est en train de réaliser actuellement le prochain Batman, donc The Batman avec Robert Pattinson. Bref, il connaît lui aussi bien cet univers, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec ces codes-là, et donc je suis extrêmement curieux de voir ce que ce trio créatif va faire avec un nouveau dessin animé Batman. Moi je trouve ça très prometteur, en tout cas assez excitant sur le papier. Et puis, histoire de se marrer, d'être un peu nihiliste et misanthrope, la chaîne américaine Adult Swim a annoncé qu'elle allait faire un spin-off à Rick et Morty. Rick et Morty, vous le savez peut-être, c'est ce merveilleux dessin animé dans lequel un duo qui est un peu, on pourrait dire, un écho lointain de Doc et de Marty de Retour vers le futur, nous fait vivre des aventures abominables, terribles, désespérantes et cruellement drôle, eh bien, ils vont avoir droit à un spin-off, donc spin-off qui va se centrer sur les Vindicateurs, The Vindicators. Les Vindicateurs, c'était des personnages qu'on a pu voir dans le dessin animé, c'est une espèce de pastiche des Avengers qui s'avéraient tous plus stupides, méchants et contre-productifs les uns que les autres, et qui se faisaient massacrer incroyablement dans un épisode où Rick faisait encore une fois preuve d'un cynisme absolument délicieux et jubilatoire,
est problématique. Et donc, bah, ça devrait être, j'imagine, un préquel, ou à moins qu'on trouve un moyen de les ramener à la vie. Mais voilà, moi je suis extrêmement curieux. Ça va prendre la forme de 8 à 10 épisodes assez brefs, à annoncer Adult Swim. Je suis très curieux de voir ce que peut donner un spin-off avec ces personnages complètement débiles. Voilà, donc tout simplement, ça s'annonce, on va avoir des trucs plutôt sympas en matière de dessin animé. Alors, bien sûr, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé, on va parler de Demon Slayer, qui vient de sortir en France, qui était d'ailleurs 2e au box-office le jour de la réouverture des salles. Alors, il se trouve que personnellement, ça m'intéresse pas, je vais pas regarder l'animé, j'en ai rien à battre, donc je vais tout simplement confier à ce bon vieil Elliot, qui lui adore l'animé, enfin je crois, la mission de vous causer du film et de vous dire ce que ça vaut. Allez, à ciao, bon dimanche les gens. Bonjour à tous, oui effectivement comme Simon l'a dit, j'ai vu Demon Slayer, j'ai donc passé une très bonne semaine grâce à la réouverture des salles. Et donc voilà, donc parmi tous ces films il y a Demon Slayer, c'est un film qu'on était très curieux de voir arriver chez nous parce que il a pété le record du box-office japonais et il a ainsi rattrapé le voyage de Chihiro. Voilà, moi je trouve ça pas mal, surtout en période de pandémie. Donc, Demon Slayer, ça se déroule dans le Japon des années 1910, et ça raconte les aventures d'un jeune homme dont la famille a été massacrée par des démons, ou un seul démon. Et donc on suit son parcours initiatique, alors qu'il est accompagné de sa petite sœur, qui a été transformée aussi en démon. Mais elle est gentille. Et ce film est un peu particulier parce qu'il se situe entre 2 saisons d'une série. Ce qui se passe, c'est qu'on retrouve les 4 protagonistes là où la saison 1 les avait laissés, c'est-à-dire à bord d'un train. Et ne vous en faites pas, je ne vais pas dévoiler quoi que ce soit de l'intrigue. Tout ce que je veux vous dire, c'est que ce film est un plaisir pour les yeux. C'est... Bon, à quelques détails près au niveau de la 3D, mais comment dire, l'animation est impeccable, le travail sur le son, le travail sur les couleurs font extrêmement plaisir. Même les petits détails comme les larmes des personnages sont juste magnifiques. Et donc rien qu'au niveau de la technique, ce film mérite vraiment plus d'être vu au cinéma que sur votre MacBook à bord d'un TGV. Même si ça se passe dans un train, tout ça, bref. Mais il faut avouer que ouais, pendant les 3/4 du film, on peut se demander pourquoi le studio Ufotable, qui a été connu grâce à Fate Zero, a choisi de faire un film plutôt que d'adapter cette partie du manga au début de la saison 2. Eh bien, chers amis, je crois que vous n'êtes pas préparés pour le grand final qui dépasse de très loin les attentes, non seulement d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue émotionnel. C'est un final qui change la façon de regarder un animé ou de lire un manga. Peut-être vous voyez pas trop de quoi je parle, mais ceux qui ont vu le film, oui. Et sinon, je vous invite à aller voir notre critique sur le site. Et sur ce, il est temps pour moi de disparaître de cette vidéo, ça m'a fait plaisir. J'espère ne pas avoir oublié quoi que ce soit, à part oui, peut-être que le film est très drôle. Et je vous dis au revoir. Quelle chance vous avez de me voir remettre un micro. Sachez que beaucoup d'hommes et de femmes vivent et meurent sans avoir la chance d'assister à ce spectacle si rare en milieu naturel. Non, et bien écoutez, pour terminer cette vidéo, un petit mot un peu ému, un peu triste, tout simplement parce que le mangaka Kentaro Miura est décédé. C'est son éditeur qui l'a annoncé il y a quelques heures. Il était l'auteur de Berserk notamment, qui a entamé sa publication en 1989. C'est une œuvre très importante dans le manga, c'était une création incroyable, donc qui risque de rester inachevé. Je vous en dirai pas beaucoup plus, je pense que tous les lecteurs sont assez émus, et si vous ne connaissez pas Berserk, eh ben c'est peut-être l'occasion de vous y plonger, quand bien même c'est un manga inachevé, c'est une œuvre fascinante et passionnante. On a publié sur Écran Large, republié un dossier sur le manga, et on va vous causer plus en détail dans la journée de tout ça parce que c'est quelque chose d'important, voilà, et on voulait en dire un petit mot. Voilà, excusez-moi, ça me trouble un petit peu. Que dire d'autre? Eh bien écoutez, si vous voulez nous aider, si vous voulez soutenir Écran Large, rien de plus facile, il vous suffit de suivre le petit lien en description de cette vidéo où nous allons vous expliquer comment devenir un membre premium de la communauté Écran Large, ce qui apporte en général joie, félicité et fécondité à quiconque rejoint cette communauté, c'est beaucoup de chance. Que vous dire d'autre? Évidemment, tous les éléments qui ont été discutés dans cette vidéo sont aussi disponibles sur le site, on va vous mettre des liens en description. N'hésitez donc pas à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à taper sur la cloche pour ne rien louper de ce que nous faisons, et puis à nous dire si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié, comment s'est passée la réouverture si vous êtes allé en salle, comment s'est passée la réouverture des bars si vous êtes allé en bar, c'est une drôle de formule. Voilà, on pense bien à vous, et puis si vous n'êtes pas content, si vous ne nous aimez pas, n'hésitez pas à insulter ma mère, parce que moi pendant ce temps, je m'occupe de la vôtre. Gros bisous.